Et si nos pensées les plus intimes, les plus profondes, n'étaient en fait pas vraiment les nôtres? C'est une idée un peu folle, mais c'est le sujet qu'on explore aujourd'hui, la mémétique, une théorie qui risque bien de changer notre façon de voir le monde. Alors pour commencer, on va s'intéresser à ces fameux codes invisibles qui nous entourent. Ceux qui, sans qu'on s'en aperçoive, façonnent complètement notre manière de penser et d'agir au quotidien. On en vient donc à la question centrale. D'où viennent nos goûts, nos opinions, nos croyances? Est-ce que tout ça est vraiment le fruit de notre propre réflexion? Ou est-ce qu'il y a une influence beaucoup plus profonde, beaucoup plus discrète, qui est à l'œuvre? Prenez un exemple qu'on connaît tous, PowerPoint. Ça semble ultra moderne, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que sa structure même, cette façon qu'il a de nous obliger à présenter des arguments point par point, ça vient tout droit de la logique d'un théologien du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin. Une pensée vieille de plusieurs siècles qui formate notre communication aujourd'hui sans même qu'on le sache. C'est un peu le même principe avec nos choix technologiques. Pensez à ces clichés qu'on a tous en tête. L'utilisateur de Mac serait artiste, créatif, tandis que celui de PC serait plus pragmatique. Ce ne sont pas juste des produits qu'on achète, ce sont de véritables identités culturelles, des paquets d'idées qu'on adopte qui nous colonisent. Justement, ce qui est fascinant, c'est que la science a mis un nom sur ces sortes de gènes de la culture. Et cette idée, elle nous offre une grille de lecture complètement nouvelle pour comprendre comment les idées se propagent et nous influencent. On arrive donc au concept central, le mème. Et attention, il faut bien le distinguer du mème qu'on voit sur Internet. Ici, on parle de l'unité de base de la transmission culturelle. C'est l'équivalent du gène, mais pour le monde des idées. L'analogie est très simple, mais elle est incroyablement puissante. La mémétique sera à la culture ce que la génétique est à la biologie. C'est un changement de perspective assez radical pour analyser notre monde. C'est Dawkins lui-même qui explique ce mécanisme. J'aime beaucoup cette image. Les mèmes qui sautent d'un esprit à l'autre. Une chanson qui reste dans la tête, une mode vestimentaire, une idée politique, tout ça, ce sont des mèmes en pleine action. Mais attention, un mème n'est pas juste une idée passive qui flotte dans l'air, non, c'est un réplicateur, c'est-à-dire une entité dont le seul but est d'utiliser son environnement, en l'occurrence nos esprits, pour se copier et se propager. C'est presque un organisme en quelque sorte. Et si les mèmes sont comme des gènes, ça implique une chose cruciale, ils évoluent. Ils sont en compétition, ils se battent pour leur survie dans l'arène la plus impitoyable qui soit, notre propre esprit. C'est ici qu'on retrouve l'idée la plus dangereuse de Darwin, comme l'appelle le philosophe Daniel Dennett. C'est cette idée folle qu'une complexité incroyable peut naître d'un algorithme tout simple. Un processus aveugle, sans aucun plan, sans aucun architecte derrière tout ça. Et cet algorithme, il n'a besoin que de 3 ingrédients. 1. De la variation. 2. De la transmission. Et 3. De la sélection. C'est tout. Appliquez maintenant ce principe au monde des idées et vous obtenez la même éthique. Les idées varient, elles se transmettent et les plus efficaces pour survivre, eh bien elles se répandent. D'accord, mais en compétition, pourquoi au juste? Quelle est la ressource si précieuse et si limitée? C'est notre attention, notre temps de cerveau, notre énergie mentale. Voilà le véritable enjeu. Tout ça, ça nous amène à un renversement de perspective qui est assez radical. Au lieu de se demander comment on acquiert des idées, il faudrait plutôt se demander comment les idées nous acquièrent. On va prendre l'exemple tout bête du sandwich. C'est une idée, une solution géniale pour manger vite fait. Mais sa caractéristique la plus importante, c'est qu'on le tient à la main. Et en le tenant, on le rend très visible. Le même sandwich nous programme donc pour adopter un comportement qui fait sa propre publicité et qui assure sa propagation. C'est l'idée qu'utilise l'humain, et pas l'inverse. Cette citation d'Aaron Lynch, qui fut le premier à se dire méméticien, résume parfaitement ce retournement de cerveau. Et si nous n'étions que les véhicules, les hôtes, que les idées utilisent pour se répandre? Alors maintenant, explorons les implications de cette théorie. Et elles sont, on va le voir, assez profondes et même un peu dérangeantes pour notre compréhension du moi et du libre arbitre. Daniel Dennett a comparé l'idée de l'évolution à un acide universel, une idée si puissante qu'elle dissout tout sur son passage. Eh bien, la mémétique, c'est un peu cet acide appliqué à la culture et à notre esprit, capable de dissoudre nos certitudes sur notre identité et notre conscience. Parce que la question devient inévitable. Si notre esprit n'est qu'une sorte d'écosystème où des mèmes s'affrontent en permanence pour avoir un peu d'espace et d'attention, alors qui est ce jeu qui pense et qui décide? Est-ce que c'est une entité centrale, un pilote dans l'avion? Ou est-ce que c'est simplement le résultat temporaire de la compétition entre toutes ces idées qui nous habitent? On peut, bien sûr, essayer de faire le ménage, de se libérer des mauvaises influences. Mais le grand paradoxe, c'est que la méthode même pour nettoyer son esprit est elle-même un mème. C'est un nouveau modèle qui vient simplement prendre la place de l'ancien. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Et tout ça nous laisse avec une pensée finale assez vertigineuse. Peut-être que la conscience n'est pas une propriété individuelle, mais plutôt un processus
Un feu qui, une fois allumé, ne s'éteint pas vraiment, mais continue juste sa course, en trouvant d'autres supports, d'autres formes. Une question qui, avouons-le, nous dépasse un peu.